D'Uvira à Matadi, de Lubumbashi à Bwende, nous saluons chaleureusement. Si vous nous accordez une place dans le secret de vos salons ce soir, c'est parce que vous refusez de vous contenter des berceuses administratives. Vous attendez une vérité brute, celle qui ne tremble pas devant les puissants. Sous la poussière étouffante de Kinshasa, où la chaleur de janvier n'a d'égal que l'angoisse des automobilistes, un vent de fronde se lève. Ce soir, nos concitoyens s'endorment avec la crainte d'un lundi paralysé par la chasse aux vignettes, alors que l'État, souvent prompt à sanctionner, peine à fournir le précieux sésame. Bienvenue dans votre édition d'Inside News RDC. Notre mission aujourd'hui est de regarder en face les fractures de notre nation, là où les discours de prestige se heurtent à la rugosité du réel. Au menu de cette édition, nous disséquons l'annonce de la pose de la première pierre du projet SIFA-TT. Un édifice à 25 millions de dollars qui soulève une interrogation éthique brûlante. L'administration publique doit-elle devenir le sanctuaire du culte de la personnalité? Comment concilier les images de cette capitale qui se rêve en cité de verre et de béton avec le fracas des obus qui déchirent le silence de Nyanzal? Parallèlement, nous suivons le ballet diplomatique de Félix Tshisekedi à Paris. Entre les dorures de l'Élysée et les rapports cinglants venus de Washington, la réalité du front à l'Est nous rappelle que la paix ne se décrète pas autour d'un déjeuner. Nous analyserons aussi notre souveraineté financière, entre l'ambition d'un eurobond revu à la baisse et l'urgence de payer nos enseignants. Ce soir, nous mettons à nu le décalage entre le prestige de la pierre, censé graver des noms dans le marbre, et la fragilité d'un quotidien de papier où chaque franc congolais est une bataille pour la dignité. La vérité ne se négocie pas, elle s'expose et voici la vôtre. L'efficacité d'un État moderne est intrinsèquement liée à la qualité de son appareil administratif. C'est sous ce prisme que la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a lancé ce jeudi 22 janvier 2026 les travaux du futur centre des infrastructures à Kinshasa. Ce projet d'envergure, estimé à 25 millions de dollars américains, prévoit l'érection d'un bâtiment de 17 niveaux sur plus de 19 000 mm². L'ouvrage abritera le cabinet du ministre des Infrastructures, John Banza, ainsi que les services techniques de l'Agence congolaise des grands travaux, dirigée par Nico Nzaou. Avec 300 bureaux modernes et une capacité d'accueil de 1200 agents, l'édifice se veut le cerveau technique de notre développement. Pourtant, derrière la satisfaction affichée par les officiels, un malaise profond s'installe. Pourquoi baptiser ce centre Félix Tshisekedi Tshilombo, SIFAT? Au-delà de l'infrastructure, c'est la pertinence éthique de nommer un édifice public d'après un dirigeant en plein exercice de son mandat qui nous interpelle. Cette pratique s'éloigne des traditions républicaines où la pierre honore l'histoire et non l'actualité politique. En observant les grandes nations, de la France au Royaume-Uni, à l'Asie, l'hommage de la dénomination est quasi exclusivement réservé à des figures historiques dont le parcours est achevé par le temps et validé par la postérité. En République démocratique du Congo, nous semblons vivre dans une forme de flatterie institutionnalisée. Ce choix rappelle étrangement les dérives du passé. Comment ne pas voir ici un rétroviseur stratégique nous renvoyant à l'époque de Mobutu Sese Seko, où chaque stade, chaque pont et chaque avenue devait porter le nom du grand léopard pour exister? En agissant ainsi, les responsables d'agences et les promoteurs du projet semblent privilégier la courtisanerie politique au détriment de l'intérêt général. Est-ce là le rôle de l'espace public? Pourquoi ne pas avoir choisi d'honorer la mémoire de Simon Kimbangu, de Patrice Lumumba ou de bâtisseurs dont le sacrifice est indiscutable? Ce non-sens social instrumentalise nos ressources pour une communication éphémère. Le peuple congolais ne serait-il pas en liesse apprenant qu'un camp de formation militaire de haute facture serait érigé au nom de camp de formation commando Mahamadou Ndala? Plus troublant encore est le mode de financement. Le projet est soutenu par des fonds propres issus de la Société congolaise des péages, SOPECO, et des mécanismes des concessions routières. Alors que nos routes nationales sont dans un état de délabrement avancé, que nos concitoyens paient des taxes pour des voies parfois impraticables, est-il prioritaire d'investir 25 millions de dollars dans un prestige de façade? La dignité de notre nation ne se mesure pas au nombre de fois où le nom du chef de l'État est gravé sur un mur, mais à la fluidité du transport pour le paysan qui veut écouler sa production. L'hommage rendu à un homme d'État doit s'inscrire dans le recul historique. En imposant ce nom aujourd'hui, on présume d'un bilan qui est encore en cours de rédaction, figeant dans le béton une gloire que seul le temps devrait accorder et valider. Les pierres sont destinées à durer, mais l'intégrité républicaine exige que l'espace public appartienne à tous et non à la célébration d'un seul. Cette dérive du culte de la personnalité interroge notre maturité démocratique. Préférons-nous des institutions solides ou des monuments à la gloire du pouvoir?
Alors que ces fondations s'élèvent dans la capitale, la solidité de l'action présidentielle se mesure surtout sur la scène internationale, là où le nom de notre nation est au cœur de négociations sécuritaires vitales. La souveraineté de notre nation se joue aujourd'hui sur un échiquier mondial où les alliances se font et se défont au gré des intérêts miniers. Ce vendredi 23 janvier, Félix Tshisekedi a partagé un déjeuner de travail à Paris avec Emmanuel Macron. La France, qui se veut la plume des résolutions à l'ONU, affiche un optimisme de façade. On nous parle de 850 millions d'euros déjà décaissés pour l'urgence humanitaire et d'un soutien indéfectible à la désescalade. Mais derrière les sourires de l'Élysée, la réalité du terrain offre un démenti sanglant à ces communiqués policés. Au même moment, à Washington, le ton est radicalement différent. Lors d'une audition au Congrès américain le 22 janvier, la représentante Sarah Jacobs a exposé une vérité que Paris semble occulter. Le M23 ne se retire pas comme convenu. Pire, Sarah Troutman, secrétaire adjointe américaine, a confirmé la présence continue et massive de 7000 soldats rwandais sur notre sol. Comment peut-on encore parler de processus de paix ou de désescalade quand l'agresseur renforce ses positions au vu et au su de tous? Cette diplomatie de salon, faite de promesses et de déjeuners, se heurte frontalement à la guerre d'usure que subissent nos compatriotes. Le contraste est insoutenable. Pendant que les diplomates discutent de la réouverture de l'aéroport de Goma, l'ONG Médecins sans frontières rapporte l'arrivée de 32 blessés par balles et éclats d'obus en seulement 3 jours à Nyanzal, dans la chefferie de Bwito. Les affrontements entre l'AFC, M23 et les miliciens locaux comme les CMC Nyatura transforment nos villages en brasiers. À Bwito, l'accès à l'hygiène et à la nourriture est devenu un luxe. Les financements humanitaires, bien que nécessaires, ne sont que des pansements sur une plaie ouverte par l'hypocrisie internationale. L'enjeu n'est pas seulement sécuritaire, il est stratégique. Le président du sous-comité américain Chris Smith l'a rappelé. La RDC est le terrain d'une lutte acharnée pour les minerais critiques. Il dénonce une corruption stratégique de la Chine qui évince les investisseurs occidentaux, tandis que 35 000 enfants sont encore forcés de travailler dans les mines de cobalt dans des conditions inhumaines. L'administration Trump semble vouloir utiliser ces accords de Washington comme un levier pour sécuriser l'accès américain aux ressources, mais à quel prix pour notre souveraineté? Quelle est la valeur d'une signature à Washington ou d'une poignée de main à Paris si Uvira est tombée juste après les accords? La crédibilité des engagements internationaux est en miettes. Les Congolais ne peuvent se contenter de l'aide humanitaire. Ils exigent la fin de l'agression. Cette diplomatie doit désormais se confronter à l'impératif de résultats tangibles. La paix ne reviendra pas par la charité, mais par la fermeté face à ceux qui violent nos frontières. La nation attend de ses partenaires non plus des chèques, mais des actes qui feront reculer les lignes de front. Mais pour soutenir une telle résistance et assurer l'indépendance de notre État, la gestion de nos finances doit sortir de l'amateurisme pour épouser une rigueur absolue. La stabilité de notre régime repose sur 2 piliers, la crédibilité de notre signature à l'international et la paix sociale dans nos foyers. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a précisé les contours de notre première émission d'Eurobond. Initialement, l'ambition était de 1,5 milliard de dollars, mais l'objectif a été réduit de moitié, se fixant à 750 millions de dollars. Ce choix est dicté par une recherche de discipline budgétaire sous la surveillance étroite du FMI. Pour piloter cette navigation délicate, le gouvernement s'appuie sur la puissance de Citigroup, tandis que Rothschild & Co et White & Case assurent la charpente financière et juridique. Dans un effort pour ne pas se couper de la réalité nationale, la Robank a été mandatée pour apporter un ancrage local à cette opération. Pourtant, un paradoxe nous frappe. Pendant que nous sollicitons des centaines de millions sur les marchés mondiaux pour des projets à fort rendement, la Direction nationale de contrôle de la paix des enseignants, la DINACOP, annonce le déblocage de 13,7 milliards de francs congolais pour les zones à accès difficile. Cela représente à peine 4,8 millions de dollars. Est-il soutenable de s'endetter par milliards quand nous peinons à payer quelques millions à ceux qui forment l'avenir de notre nation? La soutenabilité budgétaire ne doit pas être une excuse pour laisser nos enseignants dans la précarité. Si nous avons les moyens d'attirer Citigroup, nous devons avoir l'intégrité de garantir le salaire de nos instituteurs de brousse. Les tensions entre les grandes puissances redéfinissent nos alliances de manière brutale. À Davos, un incident diplomatique sans précédent a marqué les esprits. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a quitté un dîner après les propos impérialistes de l'Américain Howard Lutnick. Ce dernier a sévèrement critiqué la solidité de l'euro, provoquant une fracture transatlantique immédiate. Cette agressivité diplomatique de Washington, sous l'administration Trump, s'accompagne d'une dénonciation de la corruption stratégique de la Chine, qui évince les investisseurs occidentaux de nos marchés miniers.
Pour la République démocratique du Congo, cette fracture est lourde de conséquences. Notre pays est tiraillé entre les exigences de Washington, qui sécurise des accords sur nos minerais critiques par le biais des accords de Washington, et le soutien diplomatique de Paris au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes au centre d'une compétition féroce pour l'accès au cobalt, alors que 35 000 de nos enfants travaillent encore dans des conditions atroces. Comment sécuriser nos investissements avec des géants comme BlackRock sans devenir le simple terrain de jeu d'une guerre froide économique entre l'Occident et l'Asie? Alors que Kinshasa retient son souffle, nous portons notre regard sur ces réalités locales qui dictent le rythme de notre nation. À Kintambo, le cri de détresse de la fondation Panier de la Femme résonne. Ces mères de famille dénoncent l'obscurité imposée par la SNEL, un noir total qui nourrit l'insécurité et paralyse l'économie informelle. Pendant que Kinshasa s'enfonce dans l'ombre, elle se prépare aussi à un lundi noir. À la DGRK, c'est la panique. Les conducteurs se heurtent à une pénurie de vignettes alors que les autorités menacent de saisir les véhicules. C'est l'image d'un État qui punit avant de servir. Pendant que la capitale s'empêtre dans ses tracasseries, la province de la Tshopo tente de soigner ses plaies financières. Le gouverneur Paulin Lendongolia Lebabonga a dissous la DGRPT après la disparition de 5 millions de dollars. Désormais, le recrutement des agents se fera par concours. C'est un pari sur la méritocratie que nous saluons. Sur le front social, une lueur d'espoir. Le projet PABEA Cobalt a permis de retirer 13 587 enfants des mines pour les ramener à l'école. C'est un pas essentiel, bien que fragile, vers un cobalt propre. Enfin, en Ituri, la justice militaire a frappé un grand coup en condamnant un officier à 20 ans de prison pour avoir violé les consignes de sécurité numérique en opération. Une leçon de discipline nécessaire pour une armée en quête de dignité. En Ituri, la cour militaire a condamné le capitaine de corvette Bouba Amboa à 20 ans de prison. L'officier a été reconnu coupable d'avoir filmé ses hommes en pleine opération contre les rebelles de la CRP avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Cette sentence, assortie d'une radiation des FARDC, se veut pédagogique. La discipline sous les drapeaux ne souffre aucune mise en scène narcissique, surtout quand le secret des opérations engage la vie de nos soldats. À Kananga, le climat politique se crispe. La maire Rose Mwadi Moussoubé a interdit toute manifestation publique et attroupement jusqu'à nouvel ordre, officiellement pour préparer l'arrivée de délégations nationales. Cette décision est dénoncée par l'ECID comme une violation de la Constitution qui garantit la liberté d'expression. La sécurité de l'État doit-elle systématiquement servir de prétexte pour museler la voix de nos concitoyens? Pour finir, une victoire capitale a été annoncée en marge du forum de Davos. Grâce au projet PABEA Cobalt, 13 587 enfants ont été retirés des mines artisanales pour réintégrer le chemin de l'école avec une prise en charge totale. Cette initiative démontre que l'assainissement de notre chaîne d'approvisionnement est possible si la volonté politique rencontre le soutien des investisseurs internationaux pour garantir un cobalt propre. Pour refermer ce journal, retenons les 4 piliers de notre actualité. Nous avons vu l'ambition de Pierre du CIFAT, qui questionne notre rapport au culte de la personnalité. Nous avons débusqué le paradoxe diplomatique entre les déjeuners parisiens et la réalité des 7000 soldats rwandais confirmés par Washington. Nous avons analysé la prudence financière d'un eurobond qui ne doit pas oublier la paix des enseignants. Enfin, nous avons entendu la grogne de nos villes face aux pénuries et à l'obscurité. Il est temps de méditer sur ce qui fait la grandeur d'un peuple. Retenons cette pensée. Le nom d'un homme ne grandit pas l'édifice, c'est l'intégrité de l'homme qui honore la nation. Nous devons préférer les héros de notre histoire, ceux dont le sacrifice est déjà gravé dans notre mémoire collective, aux acteurs du moment qui cherchent l'immortalité dans le ciment. Un bâtiment est une dépense, une institution respectée est un héritage. Je vous invite à prolonger cette réflexion en visionnant nos dossiers sur Inside News Review, en particulier nos enquêtes sur le système bancaire en RDC ou les avoirs de la famille présidentielle. Ces analyses vous permettront de comprendre les rouages qui impactent votre quotidien. C'est avec ces mots que je vous quitte, vous donnant rendez-vous dans quelques semaines. Ma collègue Ilunga vous tiendra compagnie comme tous les week-ends et continuera à vous tenir informés avec toute la rigueur et l'ADN d'Inside News RDC. Je vous invite aussi à visionner les différentes analyses présentées par Julia. Que Dieu bénisse notre chère nation, la République démocratique du Congo, et qu'il nous accorde la lucidité nécessaire pour protéger notre souveraineté. C'était Elodie pour Inside News RDC. Restez informés, car la vérité est votre seul bouclier.